Je pense qu'on va débuter pour rester dans les clous niveau timing et pas dépasser. Donc, merci à tous de vous être connectés aujourd'hui. Donc, pour ce talk show RH, la première édition, donc sur l'art de l'onboarding. Donc, on va revenir ensemble tout au long de ces 45 minutes sur les différents aspects de l'onboarding, tous les éléments qui sont aujourd'hui essentiels pour réussir un onboarding, avec donc Isabelle et Adriane. Donc, on va tout d'abord débuter sur une présentation un petit peu du programme. Donc, dans une première partie, on va faire connaissance avec nos deux experts, donc Adriane et Isabelle, qui vont vous parler un petit peu d'eux et de qui ils sont. On va parler chiffres, parce que les chiffres, c'est toujours parlant et c'est toujours intéressant de voir les aspects, ces aspects-là dans n'importe quel sujet, notamment l'onboarding. Un petit point administratif avec Isabelle qui va nous parler des éléments obligatoires et légaux qui constituent le onboarding. On arrive à un moment un peu intéressant, donc un peu encore plus. Donc, on va vous partager nos secrets en tant qu'experts sur le sujet. On va répondre à la question « Comment digitaliser votre onboarding ?» avec Adriane qui vous présentera la solution Factorial sur la partie onboarding et comment une solution RH peut vous accompagner sur ce sujet-là. Et pour finir, on répondra à vos questions s'il y en a. Il y en aura, c'est sûr. Évident. Donc, on va faire connaissance rapidement et je vais passer la main. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui d'Isabelle, qui est consultante RH, et Adriane, qui est expert HR sur Factorial, et moi-même, business developer chez Fortify. Donc, je vous laisse la main. Isabelle, si tu veux commencer à te présenter un petit peu, puis Adriane, tu prendras la suite. Honneur aux dames, comme toujours. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi aujourd'hui, je vais prendre ma casquette de consultante RH pour vous apporter quelques préconisations de par mon expérience d'intégration de nombreux collaborateurs dans le domaine SIRH. Donc je suis ravie de participer à ce talk show ce matin. Et bonjour à tous. Adriane, je suis consultant SIRH depuis 3 ans chez Factorial. Factorial, c'est une start-up qui est devenue une scale-up, qui est devenue une licorne. Donc, vous pouvez vous imaginer les gros enjeux autour de l'onboarding. Et c'est l'entreprise que j'ai vue évoluer, puisqu'on est une centaine de collaborateurs lorsque j'ai rejoint l'entreprise. On est quasiment 1000 aujourd'hui. Et cette croissance, on la doit aussi également aux produits, à la couche technologique que je vais vous présenter en fin de talk show, de vraiment comment vous allez pouvoir structurer aujourd'hui un petit peu ce que vous avez en tête, les process que vous avez aujourd'hui, comment vous allez pouvoir les rationaliser autour d'un outil qui va vous faciliter la vie. Voilà. Merci beaucoup. Et moi, Fiona Lardot, donc je suis business developer chez Fortify. Donc, on va commencer par un petit côté chiffres, en vous posant une question. Donc, je vais la poser à mes confrères et à vous présents sur ce talk show. La question, c'est, à votre avis, aujourd'hui, en moyenne, combien coûte un onboarding raté? Donc, Isabelle, Adriane, est-ce que vous avez une idée sur le sujet? Ça dépend de l'entreprise. L'onboarding loupé pour une boulangerie ou l'onboarding loupé pour un cabinet d'avocats. Ça peut coûter très cher, effectivement. Mais oui, ça coûte beaucoup trop cher. C'est une moyenne en fonction des entreprises qu'il y a en France, sachant qu'on parle vraiment que d'un aspect pécunier, vraiment sur le coût de l'onboarding, parce que vous allez voir que aujourd'hui il y a plusieurs choses qui vont toucher l'onboarding. Il y a le pécunier, il y a l'humain, il y a le matériel, mais là c'est vraiment sur le côté pécunier. Je vous invite à répondre au petit sondage pour voir un petit peu si vous avez une idée de ce coût-là. On va laisser chacun réfléchir un petit peu, parce qu'effectivement, comme tu l'as bien dit, Adrienne, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Une boulangerie de 3 personnes, ça ne va pas leur coûter la même chose, effectivement, qu'une. Et quoique, des fois, exactement, c'est ce que j'allais dire. L'impact peut être encore plus important pour une petite start-up, une TPE, qu'une grande structure qui va dire elle est plus solide
pour gérer ce genre de choses? On a 13 réponses. Allez, tac. De toute façon, c'est une moyenne, hein, on est d'accord. C'est une moyenne, voilà, Ouais. on va revenir dessus ensemble. Le mot tambour? J'aurais pu le faire, mais Non? T'as pas de tambour. j'ai pas de tambour sous la main, Eh oui. malheureusement, et ça, c'est bien triste. Prochaine fois, Géraldine, on prend un tambour pour un prochain talk show. On se fera un petit spectacle de fin. Et donc, comme vous le voyez, pour la réponse, donc vous avez été pas mal à avoir la bonne réponse. Donc, 80% ont répondu 7 000 €. Donc, effectivement, aujourd'hui, un onboarding raté, ça peut coûter jusqu'à 7 000 € pour une entreprise. Parce que, comme on va le voir, donc là, c'est que l'aspect pécunier, parce que on va prendre en compte le coût d'un recrutement, on va prendre en compte l'investissement financier qu'il y a derrière le recrutement d'une personne. Et effectivement, aujourd'hui, rater son onboarding, voilà ce que ça peut coûter. Donc, ça peut être très important pour une entreprise aujourd'hui. Et encore, est-ce que on n'évoque pas forcément les dommages collatéraux, que j'appelle moi? Le fait qu'il peut y avoir une perte de productivité dans une équipe, parce qu'il y a un collaborateur en moins ou il y a un collaborateur qui est pas engagé, qui est pas prêt. La marque employeur. Lorsqu'une personne démissionne, bah, ça laisse une mauvaise image de l'extérieur, mais aussi une mauvaise image aussi à l'intérieur. On a l'impression que c'est un peu le chaos, on n'est pas structuré. Tu as parlé du coût du recrutement loupé, mais ça peut aussi créer des grosses frustrations. C'est aussi la difficulté qu'on a aujourd'hui de recruter les bonnes personnes et puis tout ce qui est lié aux formations quand il y en a. Complètement. C'est vraiment, ça touche, on va le voir durant le webinaire, enfin, ça touche vraiment beaucoup d'aspects social, humain, technique, matériel, les différents services. Et aujourd'hui, en fait, on va continuer tout au long de ce talk show, mais c'est vraiment important de considérer cet élément-là dans la vie d'un collaborateur parce qu'il y a d'autres impacts que juste la QVT de celui-ci, quoi. Il y a beaucoup de sujets à mettre dans l'équation, finalement, autour Exactement. d'un onboarding raté, hein. D'autres petits chiffres un petit peu au-delà des 7 000 € du coût moyen d'onboarding raté. On peut voir qu'aujourd'hui, 4% des nouveaux arrivants quittent leur poste dès le premier jour, ce qui est pas négligeable. Ça pourrait paraître un petit chiffre comme ça, mais je pense que tous, comme on a connu un collaborateur qui est resté dans nos expériences peut-être 1, 2 jours, pas plus, parce qu'il a quitté l'entreprise en ayant aussi un décalage entre ce qui l'attendait, ce qu'il a vécu et comment il l'a ressenti. On voit aussi qu'il y a 45% des démissions qui ont lieu la première année, ce qui est énorme. Enfin, moi, quand j'ai vu ce chiffre-là, j'ai été choquée parce que je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme et justement, la première année, c'est là où on apprend, on crée des liens avec ses collègues, on prend ou pas comment on va On prend dire ça? ses marques. La culture d'entreprise, voilà. On prend ses Ouais. marques, la culture d'entreprise et je trouve ça énorme, 45%. Je sais pas ce que vous en pensez? C'est presque la moitié des Presque collaborateurs, la moitié. lorsqu'ils ont pris leur marque, lorsqu'ils sont formés, lorsqu'ils sont prêts, lorsqu'ils sont opérationnels, ils s'en vont. Ils s'en vont, quoi. Ouais. Et là, on voit les 7 000 € multipliés par 50% des collaborateurs recrutés, c'est énorme. Donc pour une entreprise, ça peut être un coût vraiment et ça peut déstabiliser une entreprise au niveau Financier, ouais. financier. Ouais, effectivement, c'est très important. Et enfin, là, c'est un chiffre qui nous intéresse et qui est au cœur de notre sujet. Aujourd'hui, il y a 65% des entreprises qui n'ont pas de processus d'onboarding clairement défini. Donc 65% des entreprises aujourd'hui risquent tous les éléments dont on a parlé juste avant. Et donc, on en vient au dernier qui dit qu'une recrue qui passe par un process d'onboarding complet aura environ 58% de chances de plus de rester au sein de la société. Si on démultiplie tous ces chiffres, on voit vraiment l'importance d'un onboarding structuré et mis en place pour l'entreprise. Quand tu dis, Fiona, qu'il y a les entreprises, elles n'ont pas de processus structuré, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils font du cas par cas? Elles Exactement. recrutent et bon, ben, on verra. Exactement, il n'y a pas Tu rencontreras quand? d'organisation. On verra. Tu rencontres quand tes Bon, équipes quand? Ben, on verra, hein, tu les verras, ils sont là.
Et c'est exactement ça, c'est un peu voilà, c'est il brode, voilà, il prépare au dernier moment un petit repas avec ou pas avec le nouveau collaborateur, l'ordinateur n'est pas prêt, il a pas de support de formation, il connaît pas ses collègues, enfin ses collègues ne sont pas au courant qu'il y a une nouvelle personne, enfin c'est un petit peu fait à l'ancienne, quoi. Il faut rassurer les entreprises qui nous écoutent, c'est que c'est quasiment 70% des entreprises aujourd'hui qui sont dans ce contexte-là. Donc plus de la majorité sont dans ce contexte. Il y a du travail. Il y a du travail, Il y a mais du on travail, est ouais. là justement pour ça, pour vous aider et vous faire comprendre l'importance de ce point-là. Donc on va parler ensemble des enjeux du onboarding. On a mis 3 principaux, mais effectivement, comme on en parle depuis tout à l'heure avec Adriane et Isabelle, il y en a beaucoup. Premier, c'est faciliter la prise de poste et la formation du collaborateur. Aujourd'hui, c'est essentiel. Un collaborateur qui est mal ou pas onboardé va être perdu. Il ne sait pas vers qui se tourner, il ne sait pas comment entamer ses missions, il ne sait pas quels outils il a à sa disposition. Et en fait, ça va directement impacter sa productivité et sa motivation. On va avoir du coup, comme j'ai parlé de productivité juste avant, ça permet d'augmenter la productivité et l'efficacité de la nouvelle recrue. Parce qu'aujourd'hui, avec le marché qui est hyper tendu, nous, on le voit tous au quotidien, il est très compliqué aujourd'hui de recruter. Avec le marché qui est hyper tendu, perdre des collaborateurs pour une entreprise, c'est très compliqué. Et ne pas avoir de productivité aussi. Donc, c'est des aspects qui sont importants à prendre en compte pour justement entrer directement dans le vif du sujet avec les collaborateurs et qu'ils soient efficaces dès le départ. Et enfin, on en parle beaucoup et c'est un sujet qui revient beaucoup ces dernières années. Ça permet d'engager et fidéliser le collaborateur en valorisant la marque employeur, qui est un sujet qui revient. Je ne sais pas trop votre avis, Isabelle, Adriane, sur la marque employeur, mais pour moi, l'onboarding est une part essentielle, enfin la première step pour une belle marque employeur. Tout à fait, pour l'image de l'entreprise, effectivement, hein, parce que ça peut vite dégrader une réputation d'une entreprise et du coup ne plus attirer les collaborateurs par rapport à des onboardings qui sont complètement ratés, effectivement. Puis, l'engagement, c'est quelque chose qu'il faut travailler dès le premier jour. D'accord? Un collaborateur qui n'est pas engagé peut rapidement rentrer dans une spirale négative, d'accord? Qui va le pousser à une sortie, à une fin de période d'essai, soit parce qu'il n'arrive pas à s'intégrer dans l'équipe et c'est l'entreprise qui finalement est obligée de mettre fin à une période d'essai, un choix difficile, soit la personne qui souvent on a même des abandons de poste pendant les phases de démarrage. C'est-à-dire que la personne se met un petit peu en stand-by, en mode avion. Donc c'est hyper important, dès le premier jour, de travailler cet engagement et que ce soit aussi un travail d'équipe, hein, que ce ne soit pas uniquement le service RH, qu'on puisse porter cette action auprès des managers, auprès de l'équipe qui va finalement encadrer, le collaborateur. Complètement. Et on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, on va passer en première partie sur un petit point administratif que va nous faire Isabelle. Effectivement, on va voir ensemble tous les aspects légaux qui font partie du onboarding. Et du coup, je laisse la main à Isabelle sur le sujet. Alors, on vous a remis une petite checklist effectivement des formalités administratives obligatoires parce qu'au-delà de l'accompagnement humain, effectivement, il ne faut pas oublier ces petites formalités qui sont notamment de déclarer un collaborateur avant qu'il prenne son poste, hein, de lui préparer un contrat de travail avec toutes les clauses nécessaires à la réalisation de sa fonction, enfin de sa mission. Il va falloir également lui mettre en place une mutuelle santé, hein, ce qui est obligatoire aujourd'hui, lui remettre les bons documents pour qu'il ne soit pas perdu. Effectivement, la mutuelle avec les garanties qui sont prévues, l'accompagner dans son choix d'options, de garanties, ça c'est très important aussi. À la fois, on lui envoie ses documents, mais on va lui expliquer comment il va pouvoir accéder à ces garanties-là. Et puis, lui organiser une visite médicale également d'embauche dans les 3 mois, ça c'est très important. Voilà. Alors, dans les faits, effectivement, Isabelle. Vas-y, Adrien, je t'en prie. Il n'y a pas tant de contraintes légales que ça, finalement, pour finalement un processus obligatoire pour une équipe RH de gérer les entrées des collaborateurs. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui, en plus, peut être accompagné, et tu l'expliqueras tout à l'heure, Adrien, avec un outil, hein, et ça permet d'éviter d'oublier toutes ces étapes-là qui sont, alors elles sont peu nombreuses, effectivement, mais elles sont importantes.
elles sont importantes. Il y a des outil, conséquences derrière si on ne déclare pas un salarié, effectivement, bien à sûr. l'URSSAF, il y a des conséquences qui sont énormes. Exactement. Mais généralement, les PME sont aussi accompagnées d'entreprises qui font ce service-là, services sociaux, services juridiques, services à la paie. Donc finalement, au sein d'une entreprise, il y a pas d'excuse du coup pour travailler cet onboarding. Enfin, il y a pas tant de contraintes que ça, voilà. En fait, je pense qu'aujourd'hui, si on a autant de personnes qui n'ont pas un process d'onboarding, enfin autant dans la société, donc quasiment 70% comme on l'a dit, c'est qu'aujourd'hui, vu que les aspects légaux restent très minces, on reste quand même dans des pays où le légal est très important, et je pense qu'on le met un peu de côté en se disant, bah, j'ai très peu de contraintes légales, j'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai pas les ressources pour m'en occuper, donc je vais le mettre de côté. Aujourd'hui, on va mettre un élément pour moi légal évident qui est dans le boarding, c'est la phase de contrat, où le contrat, effectivement, il y a des éléments obligatoires et c'est ce qui statue un petit peu pour le collaborateur du début de carrière dans l'entreprise. Mais effectivement, mis à part ça, légalement en France, on ne va pas avoir d'éléments qui vont être obligatoires dans la phase d'onboarding. Pour l'instant, peut-être que Pour ça va le l'instant, devenir. effectivement, on va militer pour, justement. Donc, en revanche, on va avoir pas mal de services impliqués. Alors là, je vous invite à vous positionner plus dans une peau d'une PME ou TPE, effectivement, parce que quand on est dans des grands groupes, des grosses structures, c'est un fait, c'est bien plus structuré et on va avoir vraiment des services qui connaissent effectivement les missions qu'ils ont à faire, il y a un onboarding ou non. Là, c'est vraiment les services impliqués quand on est moins de 100 collaborateurs. Souvent, dans un premier temps, dans l'onboarding, ce qui va être impliqué, c'est le service comptabilité. Pourquoi je parle du service comptabilité? C'est que parfois, on n'a pas de service RH, notamment dédié. Donc, ça va être les personnes qui gèrent la paye. Historiquement, en France, les experts comptables ont longtemps géré la paye pour leur petite structure, donc pour qui ils géraient la comptabilité. Aujourd'hui, ça tend à changer. Nous, Fortify, on accompagne des structures de toute taille, que ce soit en externalisation de la paye ou en accompagnement. Mais effectivement, le service comptabilité va agir toute la partie saisie de RIB, saisie d'informations, et ce qui va permettre de gérer le contrat. On va avoir le service informatique pour tout ce qui est matériel informatique, donc ordinateur, téléphone, installation des logiciels, toutes ces choses-là. On va avoir le chef d'orchestre tout de même qui est l'équipe RH, est lié, donc l'équipe RH et paye qui est liée directement à la comptabilité dans ce type de structure. On l'a mis en avant parce que ça, comme je l'ai bien dit, c'est vraiment le chef d'orchestre de tout ça, parce que c'est lui qui va générer le contrat, qui va le donner au collaborateur, qui va gérer son arrivée, qui va gérer tous ces éléments-là et qui va un petit peu envoyer des tâches à chacun des services pour qu'il puisse pour que le collaborateur ait un onboarding réussi. Enfin, on a le manager et l'équipe, où là, c'est aussi très important parce que c'est là aussi que le collaborateur va passer le plus clair de son temps. Donc, c'est important qu'il se sente intégré. Donc, il faut préparer l'avenue du collaborateur, présenter les personnes avec qui il va travailler au quotidien, organiser des plannings, lui organiser des présentations, pourquoi pas un café, un repas, enfin, toutes ces choses-là. Et enfin, le service communication, parce qu'on a toute la partie aussi communiquer sur l'arrivée du collaborateur, que ce soit en amont aux équipes déjà présentes, mais l'accompagner pendant les premiers jours avec, on a ce qu'on appelle les welcome packs, réaliser des mails et des vidéos de présentation, lui fournir une checklist ou des éléments, des documents sur la société, sur les collaborateurs qu'il va rejoindre. Finalement, ça va pas être toujours si simple de se positionner comme chef d'orchestre, l'entreprise commence déjà à avoir une certaine taille, que le service informatique, c'est un autre bureau, c'est un autre immeuble, et cetera, et cetera. Donc, moi, je fais toujours cette métaphore de l'ARH, le service RH qui est dans sa grotte, lié vraiment avec des tâches admin, et puis il y a une montée en compétences où on lui donne une baguette et elle devient cette chef d'orchestre auprès des managers, auprès des exercices et des services annexes pour faire en sorte de créer une mélodie harmonieuse, voilà, dans cette Exactement. cacophonie. Et c'est parfois un peu compliqué de justement de faire en sorte que la mélodie soit bonne. On va vous partager un petit peu nos secrets.
On va rappeler rapidement les 5 commandements un petit peu de l'onboarding. Enfin, on l'a décrété ensemble et on va revenir, que ce soit Isabelle ou Adriane, sur leurs tips un petit peu en tant que consultant RH et avec leur expérience sur l'onboarding. Donc, Isabelle, explique-nous un petit peu les 5 commandements aujourd'hui de l'onboarding. Alors, ce petit circuit, pour vous illustrer ces grandes étapes de l'arrivée d'un collaborateur et qui commence effectivement par une bonne préparation qui va être essentielle pour l'arrivée du collaborateur. C'est important que le nouvel entrant sache à quelle heure il doit arriver, où est-ce qu'il doit se rendre, par qui il va être accueilli. Parfois, ce qu'on peut rencontrer aussi, on peut parfois inviter le collaborateur avant même qu'il arrive le premier jour pour le rassurer parce qu'on a peut-être rencontré le collaborateur 3 mois avant, il a peut-être eu un préavis de 3 mois et il nous rejoint le jour J avec un petit peu de pression, je ne sais pas où j'arrive. Donc, c'est très important de soigner cette première journée. Et comme l'évoquait tout à l'heure Fiona, c'est quand même 4% des nouveaux collaborateurs qui vont quitter le poste dès le premier jour parce qu'ils vont se sentir perdus. Un collaborateur qui arrive, c'est exactement. C'est très long, 3 mois. Il peut se passer beaucoup de choses en 3 mois. Il peut se passer beaucoup de choses. Il peut aussi entendre des choses. Il peut aussi entendre qu'il y a des collaborateurs qui ont quitté cette entreprise ou voilà, effectivement, Adriane, je suis complètement en phase avec toi. Il peut se passer beaucoup de choses. Donc, c'est très important de le rassurer, de prendre contact avec lui en amont pour lui préparer vraiment, pour lui faire un accueil chaleureux et bienveillant. Voilà, sans se forcer, mais pour que le collaborateur se sente à l'aise en tout cas et qu'il ait quelques repères. Ensuite, alors effectivement, un plan de formation à court et moyen terme, c'est aussi la présentation d'un organigramme et un plan de formation sur les outils qu'il va devoir utiliser. C'est important de le rassurer rapidement pour qu'il puisse prendre des repères. Alors, le maintien d'une bonne communication, donc ça c'est important, hein, que effectivement la bonne communication avec les collaborateurs qui sont déjà en place dans l'entreprise et que ces collaborateurs soient bien informés de l'arrivée de ce collaborateur, leur présenter aussi qui est cette personne, hein, pourquoi il va venir aussi dans l'entreprise, ça c'est très important. Et puis la mise en place de... Oui. Pardon, je te coupais, je fais aussi écho au point numéro 2 qui est un accueil humain et bienveillant. Je vois souvent, j'ai souvent vu dans les entreprises, une personne nouvelle arrive, personne n'est au courant dans l'équipe. Ah tiens, t'es le nouveau. L'étiquette. Qui a envie d'être le nouveau, quoi? C'est avec le prix dessus à l'intérieur, voilà. Le code barre. Personne n'a envie d'être le nouveau, donc aussi, voilà, dire aux équipiers d'être bienveillants, de soigner un petit peu, finalement de l'intégrer, que la collaborateur ou la collaboratrice soit une personne de plus dans l'équipe, elle soit dans le bateau et qu'elle se sente bien. En fait, concrètement, c'est je pense que la base d'un onboarding, c'est aussi de créer le sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, on a tous besoin de se sentir intégrés dans un groupe, dans une culture d'entreprise, que ce soit en professionnel ou autre, hein. Il y a vraiment ce sentiment d'appartenance qu'il faut créer parce que je pense, et je pense que Adriane et Isabelle seront d'accord avec moi, le sentiment d'appartenance permet, encore une fois, d'augmenter la productivité parce qu'on augmente l'envie du collaborateur. Et puis de se projeter, il a besoin de se projeter, le collaborateur, effectivement. De se dire, j'ai été attendu et je vais pouvoir me projeter dans cette organisation. Exactement. On va revenir ensemble aussi sur toute la partie, donc du coup, de ce qu'il ne faut surtout pas faire dans un onboarding. Donc, dans un premier temps, manquer d'anticipation, comme on l'a si bien répété. Ne pas avoir préparé le matériel IT et le poste de travail. Moi, par exemple, on va vous demander, on va partager un petit peu les anecdotes. Je prends le temps du coup d'en partager une. Moi, je suis arrivée un jour dans une entreprise, j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de matériel. Du coup, j'ai emmené mon ordinateur perso, etc. Alors tout de suite, on se sent plus trop à sa place, en se disant mais en fait, est-ce que on veut vraiment que je sois là? Est-ce que j'ai ma place ici? Donc ça m'a créé ça n'empêche pas que tout est rattrapable. On le dira aujourd'hui, un onboarding raté est rattrapable, mais on va éviter justement d'avoir à le rattraper, c'est mieux. Mais voilà, par exemple, un ordinateur, c'est tout bête, mais le sentiment d'appartenance, on ne le crée pas. Ne pas communiquer en amont lors de l'intégration. Donc effectivement, la fameuse étiquette du nouveau, elle n'est jamais agréable pour personne. Et enfin, laisser le nouveau collaborateur sans soutien, où là, justement, il va perdre confiance en lui et peut-être moins se sentir
au cœur de la structure. Isabelle, Adrien, est-ce que vous avez des petites anecdotes qui peuvent être intéressantes sur des onboarding que vous avez vécu en tant que manager ou en tant que collaborateur, évidemment, sur ces points-là? Isabelle. Adrienne? Moi, je suis galant comme d'hab. Hein. Ah, également, alors c'est un peu comme Fiona, également l'arrivée dans une structure où pas de matériel et où tout le monde est occupé sur son poste et on n'ose pas déranger, on n'ose pas. J'ai effectivement vécu aussi et ça peut être effectivement très perturbant parce que quand on arrive le premier jour, c'est vrai, on n'ose pas en fait, on n'ose pas aller forcément vers les gens et c'est très déstabilisant effectivement. C'est important ce premier jour pour qu'il ne se transforme pas en last day, en dernier jour. Et ça peut aller très, très vite. Collaborateur qui s'en va le soir en se disant « mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je reviens demain ?» Enfin, c'est catastrophique. Moi, j'ai l'histoire, une anecdote qui m'est arrivée il y a 7 ans. J'avais rejoint une entreprise. Grand moment d'incertitude quand tu es dans une entreprise, surtout quand il n'y a pas de communication en amont. Enfin, tu vas commencer tel jour, ok. Et puis, je pense que c'est une question que tout le monde se pose quand on arrive dans l'entreprise, c'est le repas de midi. Qu'est-ce que je fais? Je viens avec mon Tupperware. C'est le loser de venir avec son Tupperware. Est-ce qu'on va m'inviter à manger? Donc, j'étais arrivé sans mon Tupperware parce que je trouvais que c'était pour les losers d'arriver son premier jour sans Tupperware. Et là, les collègues qui n'avaient pas forcément le même âge que moi, mais peu importe l'âge, je ne savais pas que j'allais arriver. Ils sont tous partis manger en voiture, ils m'ont rien dit. Et je me suis retrouvé dans une zone industrielle où il n'y avait rien. Il n'y avait rien, donc j'ai bien regretté de ne pas avoir pris mon Tupperware ce jour-là. J'aurais bien dû le prendre, c'est pas du tout quelque chose de loser. Et rien, je me suis retrouvé, je n'ai pas mangé. Voilà. Mais c'est dingue. Du jeûne. Tout seul, du jeûne, voilà. Et c'est triste d'avoir de vivre enfin, c'est tellement dommage de vivre des expériences comme ça, alors que ça pourrait super bien se passer, en fait, si tout était préparé en amont, en fait, tout simplement, et que le process était bien défini. C'est nul. Je confirme ne pas être resté plus d'1 an dans cette entreprise. Voilà. Voilà, tu fais partie du pourcentage. Donc, on va passer à la suite ensemble. On va vous répéter un petit peu les bonnes pratiques pour nous, pour faire la différence. Donc, premièrement, le livret d'accueil, hyper important. Ça va expliquer qui fait quoi, qui est responsable de quoi, tous ces éléments-là. Le kit onboarding, qu'est-ce que c'est? On va parler de goodies. Mais encore une fois, ça fait toujours plaisir quand on arrive, on a notre petit stylo à l'effigie de l'entreprise, une petite tasse, un petit calepin, etc. Encore une fois, ça crée le sentiment d'appartenance. On est tous dans le même bateau, on a tous la même vision. C'est vraiment cette base-là. Le petit déjeuner d'accueil, nous, c'est quelque chose de commun chez nous, chez Fortify, le petit déjeuner d'accueil. Je trouve ça intéressant. Le premier jour, en fait, la personne arrive, on prend tous un moment, on échange, il comprend de manière un petit peu plus informelle qui est qui dès le premier jour. Ça, c'est quelque chose qu'on fait, nous, au sein de Fortify. Le programme de parrainage, on n'en a pas parlé, mais je trouve ça top dans le sens où le collaborateur va pouvoir avoir un référent au sein de sa structure vers qui se tourner en cas de questionnement. Et ce n'est pas son référent, son N+1 ou son N+2. En fait, on enlève la barrière à un côté et le côté lien hiérarchique qui, justement, parfois peut stresser les collaborateurs de dire à son manager, je me sens pas bien par rapport à ça ou ça. Le fait d'avoir un référent qui n'a aucun lien hiérarchique peut permettre un peu d'ouvrir la parole. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pour nous une bonne pratique à mettre en place. Oui, il faut mettre le programme de référent, il faut le lancer. Pas tous les collaborateurs veulent être un référent dans l'entreprise. Donc, c'est souvent des personnes qui fit avec la culture d'entreprise, qui sont très, très engagées dans les entreprises. Ah. Ouais, on n'entend plus. On a eu un petit... On a perdu Adrienne. Un petit bug d'Adrienne, voilà. Il doit avoir un petit problème de connexion. Mais effectivement, comme il revient. T'es de retour?
Mais je ne suis pas prévenu qu'une personne arrive, donc j'ai 10 rendez-vous dans la journée, j'ai même pas le temps de prendre un café. Non, il faut aussi qu'on puisse avoir le temps de s'organiser et consacrer le temps nécessaire pour devenir quand même. Ouais. Le rapport d'étonnement aussi intéressant, ça permet aux collaborateurs de faire un retour rapidement sur ses premières semaines au sein de la structure, et ça permet à la structure aussi de s'améliorer quant au retour du collaborateur. Et enfin, tout ce process-là, même s'il est important de le définir, aujourd'hui, ça peut être compliqué à mettre en place, c'est des tâches rébarbatifs, c'est toujours répéter à un tel, tu dois faire ça, lui dire, est-ce que tu as bien effectué ça? Enfin, c'est très long et ça mange énormément de temps pour le service RH. Et c'est pour ça que c'est essentiel aujourd'hui pour nous de mettre en place un logiciel qui va vous aider à justement gérer ce process d'onboarding de la manière la plus sereine possible. On va justement passer à une petite question. Aujourd'hui, comment digitalisez-vous votre onboarding? Donc, ça va être, nous, on va vous présenter comment, enfin, Adriane surtout, le mentor Factorial va vous présenter comment aujourd'hui on va digitaliser le onboarding. Et moi, j'avais une question à vous poser aujourd'hui, donc pour les personnes qui sont connectées, est-ce que vous possédez une solution qui vous permet de gérer l'onboarding ou pas? Donc, je vais demander à Géraldine qui gère derrière de vous poser la question sous forme de sondage, un petit peu comme on avait fait pour la première question. Donc, est-ce que vous en avez un oui, non? Et sinon, est-ce que vous aimeriez? Donc, je vous laisse répondre. S'il y a 65% des entreprises qui n'ont pas de process d'onboarding, elles n'ont forcément pas d'outils, donc ça veut dire qu'on peut imaginer qu'il y a entre 70 et 80% d'entreprises qui n'ont pas d'outils aujourd'hui sur ces sujets. On Exactement. n'a pas les chiffres, mais intéressant. Donc, on a une dizaine de réponses. J'attends un petit peu pour avoir le maximum d'éléments pour pouvoir en discuter quant aux résultats. J'invite tout le monde à poster une petite réponse. Alors, de ce que je vois des premières réponses, effectivement, c'est pas si commun que ça, justement. On va avancer histoire que je dépasse pas trop le temps, mais sur la quinzaine de réponses que je vois, en fait, on a 13%, donc 2 personnes qui ont répondu oui, on est équipé. Donc sur les 26, c'est vraiment peu. On a 6 personnes, donc 40% qui ont dit non et ce n'est pas prévu, mais à la fin de ce webinaire, ce sera prévu et vous allez vous dire effectivement, c'est hyper utile d'être équipé. Et on a 7 personnes, donc 43%, qui disent non, mais j'aimerais. Donc je vais laisser la main à Adriane pour qu'il nous présente l'intérêt justement de la mise en place d'un SIRH sur cette partie-là. Super, merci Shona. Je vais vous présenter le module onboarding. Donc, c'est un module qu'on a construit avec nos propres besoins en interne. Je vous l'ai expliqué en introduction, Coding Scale-up, d'accord? Mais aussi un module qu'on a développé aussi à travers les feedbacks de nos clients qui viennent de tout horizon, de toute taille, de toute industrie. Et je voulais aussi un peu vous parler de l'onboarding chez Factorial. Pour nous, c'est vraiment la capacité de faire grandir ses équipes, de faire grandir son entreprise. Comme disait Shona, c'est que le collaborateur soit rapidement au courant de ce qu'on attend d'elle, qu'il s'imprègne facilement de la culture d'entreprise, qu'elle puisse être opérationnelle rapidement. Et c'est vrai que chez Factorial, on a poussé le processus d'onboarding dans ses derniers retranchements, car, et ça je m'en souviens à la dernière, alors ça s'est un petit peu calmé cette année, on est en phase plutôt de stabilisation, et on avait entre 20 et 30 nouvelles recrues qui arrivaient chaque semaine. Voilà. Chaque semaine, on avait une salle avec 30 personnes qu'on onboardait en même temps. Donc, on va voir comment Factorial a poussé cet onboarding, d'accord? Et puis, on va voir aussi comment, grâce à une couche technologique, on va pouvoir faciliter et sécuriser un processus qui est laborieux
et qui présente aujourd'hui beaucoup d'enjeux business. Et donc, je vais vous partager mon écran. On va rapidement voir le module onboarding. Le module onboarding de Factorial, il fait partie intégrante du corps du produit, hein, du squelette, de la colonne vertébrale du produit. Mais derrière ce module, on a un outil 360 dans lequel on va connecter une base de données unique avec toutes les informations des collaborateurs, des modules pour gérer les documents, pour les signer, pour les compléter, une connexion à la paye qui peut être externalisée ou internalisée, une connexion à des outils comptables, tout un écosystème finalement qui tourne autour de ce module. Et on va le voir aussi concrètement. Pour commencer aujourd'hui à mettre en place un processus onboarding, il faut déjà se poser un peu les bonnes questions. Le service RH, qu'est-ce qu'il a besoin en priorité? Remplir ses obligations légales, être efficace, éviter ses allers-retours par email. Et déjà commencer par une base, d'accord? Donc on le voit ici, j'ai défini plusieurs processus d'onboarding, un processus très standard, on va dire commun à tous. Puis j'en ai créé un pour les cadres, parce qu'on n'onboarde pas forcément tous les collaborateurs de la même manière. Le processus d'onboarding peut durer 1 semaine, mais il peut aussi durer 3 mois, en fonction aussi de la population de collaborateurs. Mais on va surtout parcourir ici l'onboarding avancé, qui est un onboarding poussé. Vous allez voir qu'on va très, très, très loin dans l'automatisation. Le premier point, c'est illustrer ce qu'on a dit tout à l'heure sur le côté chef d'orchestre. Pour pouvoir vraiment piloter ce processus, de voir combien de personnes sont dans une séquence d'intégration, les tâches qui sont en attente, les tâches qui sont en retard. Donc les tâches qui sont en retard, c'est exactement ce qu'on ne veut pas avoir, hein. Normalement, si on met en place un processus d'onboarding bien fait, bien conçu, on ne devrait pas du tout avoir de tâches en retard. OK? Donc pour comprendre un petit peu les étapes et les tâches, aujourd'hui, on va commencer par définir des étapes. Donc on va avoir l'étape de pré-onboarding. C'est avant l'arrivée du collaborateur. Isabelle le disait, des fois, il peut se passer 3 mois. Donc, pendant ces 3 mois, essayer de maintenir une relation, des interactions, avec ces personnes, c'est rassurant et c'est rassurant aussi pour l'entreprise qui se dit: «Tiens, j'ai quand même échangé une dizaine de fois, bon, elle arrive la semaine prochaine, elle va arriver, c'est bon. Je vais pas avoir de mauvaises surprises». Donc c'est une étape très importante puisque c'est une étape aussi où on va faire toutes les étapes de préparation, d'accord? On disait tout à l'heure avec Isabelle, un onboarding réussi, c'est un onboarding qui est préparé. Donc il y a tout un tas de tâches, tout un tas d'actions à réaliser en amont. La deuxième étape, c'est le premier jour, le jour J, le jour le plus important. S'ensuit la première semaine et puis on verra ensuite comment on peut aussi clôturer et finaliser, un processus d'onboarding. Donc nous, chez Factorial, on est là pour vous accompagner, pour vous aider sur une couche purement technologique et vous allez pouvoir ici créer votre processus d'onboarding avec des tâches et des actions. Donc on va commencer par des tâches, d'accord? C'est, une tâche, à Isabelle, par exemple, qui va devoir préparer des documents, une tâche à un informaticien. Donc on va voir un petit peu comment ça s'articule. Ça s'articule avec un catalogue, d'accord? Les entreprises qu'on accompagne ne sont pas forcément digitales, n'ont pas l'habitude de faire des configurations dans des outils. On est sur du papier, on est sur du Excel et donc on va y avoir des suggestions de tâches liées à l'administratif. Donc très important aussi sur la fiabilisation des données. Les données proviennent de la source, du collaborateur, pour ensuite pouvoir les envoyer directement, en paye. Des tâches liées, au remplissage de documents. On disait, c'est l'obligation aussi de se munir d'une mutuelle. Donc, pouvoir, pendant cette phase, faire pré-remplir au collaborateur un document, pour, comprendre son choix de mutuelle et pas perdre de temps.
signer des documents, les remplir, etc., etc. OK. Et puis, pour aller encore plus loin, on a également la possibilité de créer des actions. Donc les actions, c'est ce qui va, en fait, pousser l'automatisme, d'accord? Donc l'action qu'on va retrouver aujourd'hui, c'est pouvoir créer un email. J'envoie un email, à un collaborateur de son premier jour ou une semaine avant pour lui souhaiter la bienvenue, pour lui expliquer qu'on a un outil, qui va lui permettre de réaliser son parcours d'intégration, lui expliquer comment ça fonctionne, le rendre autonome, hein, tout simplement. Et en plus, d'une manière très personnalisée grâce à la technologie. Bienvenue, ça va automatiquement remplir son nom et son prénom. On est très heureux de vous accueillir dans notre équipe. En tant que nouveau collaborateur, vous jouez un rôle essentiel dans la réussite et de notre relation. Pour vous aider à démarrer, nous avons défini quelques tâches essentielles à accomplir avant votre premier jour. OK? Donc très important, au-delà de la configuration, voyons un petit peu l'expérience d'un collaborateur qui reçoit un accès, qui reçoit une connexion à Factorial. Qu'est-ce qu'il va voir directement et comment il va réaliser justement ces tâches? Quelle va être son expérience? Donc j'ai plusieurs collaborateurs ici qui sont dans ce processus. Donc encore une fois, dans un rôle de pilotage, je vais aller chez Jacques Jourdan. Donc Jacques Jourdan a reçu cet email automatique et il va pouvoir commencer sur ses premières étapes, donc remplir ses informations personnelles. Et au sein de la tâche, on va retrouver le descriptif. Donc on évite, hein, ces allers-retours, inutiles parce que le collaborateur ne comprend pas. Et il a son petit formulaire ici pour remplir ses informations personnelles, tout simplement. Ça va automatiquement compléter son profil dans Factorial. Donc encore une fois, on est dans ce contexte où une donnée est saisie une seule fois et à un seul endroit pour éviter justement les différentes marges d'erreur. Et ces données peuvent être, synchronisées immédiatement dans un outil de paye, hein, autre, éventuellement que Factorial. Ces données pourraient être Immédiatement alimentées dans un dossier immédiatement, collaborateur. immédiatement, mais peuvent aussi passer par la douane, par un contrôle aussi. Exactement. Tout à fait, c'est important. Mais le but, c'est de centraliser ces éléments-là et justement qu'on évite les erreurs et justement via une API, notamment avec Silai et Factorial, permettre que justement ces informations redescendent directement en paye et donc d'alléger aussi le travail des RH derrière, de complétion de profil. Et puis ça permet aussi aux collaborateurs, encore une fois, de sentir ce sentiment d'appartenance parce que dès son arrivée, en fait, avant même son arrivée, il fait des choses pour son arrivée, donc c'est intéressant. Tiens, on parlait du livret d'accueil, tout à l'heure, Fiona, hyper important. Donc je vous montre le livret d'accueil que j'ai reçu, hein, il y a plus de 3 ans quand je suis arrivé chez Factorial. Il y a longtemps. Il y a longtemps, mais regardez déjà à l'époque, il était, on l'a fait évoluer, hein, mais à l'époque, il était déjà assez pertinent. Donc l'idée d'un livret d'accueil, c'est donner un peu un repère à un nouveau arrivant qui est dans un nuage, contexte d'incertitude. On appelait ça survival kit. J'adore le nom, j'adore le nom. C'est Koh-Lanta, en fait. Bah, c'est laborieux, hein, l'arrivée d'un collaborateur. Donc tout de suite voir un petit peu les équipes, qui est qui fait quoi, OK. Mmh. Les bénéfices, OK, je vais avoir une mutuelle, je vais avoir des tickets restaurants, je vais avoir, tous ces liens aussi pour que je puisse, faire mes inscriptions et puis des informations très génériques, d'accord? Bon, aujourd'hui, c'est un livret qu'on a amélioré, mais voilà à l'époque ce que j'avais reçu à l'époque. Des tâches aussi qu'on peut transmettre à d'autres personnes, hein, donc le service informatique pour, qu'il puisse préparer son matériel et cetera et cetera. OK. C'est hyper intéressant parce qu'en plus, toi, donc de ta position, tu peux piloter et donc assigner des tâches, comme tu l'as dit, à d'autres collaborateurs. Donc pour le RH, vraiment ce sentiment de chef d'orchestre est vraiment bien utilisé dans Factorial pour le coup. Elle s'assigne automatiquement, hein. À partir du moment où j'ai un collaborateur qui est recruté, tout est automatisé, il y a des dates d'échéance, qui se produisent automatiquement. Et c'est une très bonne information que ce soit en automatique. Oui. Accueillir le nouveau collaborateur, donc on peut aussi donner une tâche à toute une équipe et alerte, Fiona arrive dans l'équipe lundi.
Merci de l'accueillir. Merci de ne pas lui donner cette étiquette de nouvelle. Non. Et encore une fois, pour pousser automatisation, faire signer automatiquement son contrat de travail. On peut ici choisir un modèle de contrat qui va automatiquement s'envoyer, etc. Je vous montre l'exemple, hein. Voici le contrat de travail. Le collaborateur va directement accéder à son contrat. Il a été personnalisé avec un modèle de document et du publipostage. Et je peux ici directement le signer et passer à autre chose. Donc, on centralise en fait tous les éléments qui font partie intégrante de l'onboarding. Exactement. On peut aussi envoyer une checklist d'un onboarding réussi à un manager, voilà, avant son arrivée, pour qu'il puisse aussi avoir en tête les bonnes pratiques, les erreurs à ne pas produire et les bonnes pratiques à réaliser. D'accord ? D'ailleurs, cette checklist, on va vous l'envoyer. Enfin, on va vous l'envoyer. Pour ceux présents aujourd'hui, on va vous envoyer un petit cadeau. Organiser un team building, un repas, hein. Et enfin, très important, on en parlait aussi pour pouvoir améliorer ce processus, c'est de pouvoir réaliser des rapports d'étonnement. Donc, un rapport d'étonnement, ça va permettre aussi de recueillir des feedbacks qui peuvent être anonymes, des feedbacks pour comprendre, mesurer la performance dans l'onboarding. J'ai 50% des collaborateurs qui ne sont pas contents. Et surtout permettre de l'améliorer. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'expliquais, on va commencer sur une petite base et petit à petit, on va l'améliorer. On peut automatiser des process pour créer automatiquement des formations, créer automatiquement des liens à des outils, etc., etc. Et puis, ça fait le lien aussi, on n'en parlera pas vraiment dans ce webinaire, mais ce sera peut-être le sujet d'un autre webinaire. Mais lié à l'onboarding aussi d'un collaborateur, il peut aussi y avoir l'offboarding qui doit être tout aussi bien fait que l'onboarding et à le prendre en compte aussi. Du coup, rapidement, donc pour résumer, histoire qu'on ne dépasse pas trop le temps imparti, on a quelques points justement à vous rappeler, entre guillemets, pour vous montrer l'importance de bien gérer son onboarding. Donc, premier point, on va avoir la gestion interne rigoureuse, donc c'est appliquer les clés de réussite pour accueillir vos salariés. On va permettre aussi la mise en place d'une solution SIRH comme Factorial pour éviter justement ce côté chronophage. Ça peut être intéressant de mettre en place de l'automatisation comme Adrienne l'a présenté et comme Factorial le fait très bien. Et enfin, un audit des pratiques et optimisation de vos process, hyper important quand on part de rien ou qu'on a un process mais on n'en est pas sûr. Nous, aujourd'hui, chez Factorial, on accompagne des clients, nos clients, justement, sur tout ce process-là. Donc, leur expliquer, faire un audit vraiment de leurs règles et de comment ils fonctionnent dans l'onboarding ou dans d'autres sujets et de leur donner notre expertise, justement, pour les accompagner à développer cet onboarding-là, ces process-là et les rendre plus efficients, tout en mettant en place justement, grâce à notre partenaire, une solution comme Factorial pour structurer tout ça. Et qui s'adresse à des entreprises qui ont déjà des processus d'onboarding en place. Il y en a peu, mais elles ont cette volonté de les Exactement. améliorer. Et il y a des entreprises qui sont encore à l'âge de pierre, qui n'ont rien et qui veulent commencer déjà à avoir un premier socle, voilà, premier sujet. On vient à la partie un petit peu importante. Pour vous remercier d'avoir été aussi présent et actif durant ce webinaire, en fait, vous allez recevoir, comme l'a bien dit Adrienne, une checklist du onboarding dans votre boîte mail. Donc, ça vous permet de rappeler un petit peu les éléments et les petits tips qu'on vous a donnés tout au long du webinaire. Et enfin, vous pouvez n'hésitez pas à m'appeler pour faire le point justement sur les pratiques onboarding et revenir avec vous sur ce sujet-là. Et pourquoi pas rentrer plus en détail dans vos process à vous et organiser justement avec Adrienne et moi-même une démonstration plus approfondie de la solution Factorial et comment on peut le mettre en place chez vous. Enfin, donc comme je l'ai dit, merci beaucoup à tous. On va passer aussi à vos questions. Je ne sais pas si vous en avez, sûrement. Et on aimerait que vous répondiez à cette petite question sur notre premier talk show, donc sur ce webinaire, et qu'est-ce que vous en avez pensé.
Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat et on y répond avec plaisir. Je pense qu'on a été super clair en vrai. Donc, On a Victoria. Il y a Victoria qui a posé une question sur à quel point la culture de l'entreprise joue un rôle dans un onboarding réussi ou raté. Mais je pense que ça rejoint ce que tu disais, hein, ce sentiment d'appartenance, si on reprend un petit peu la pyramide de Maslow. Donc, un collaborateur qui est engagé, un collaborateur qui est à l'aise d'entreprise, c'est qu'il est aligné avec les pratiques, avec la culture. Moi, j'étais pas du tout aligné quand je me suis retrouvé à manger tout seul, où j'avais pas mangé du tout, parce que tout le monde était parti. Voilà, ça faisait pas partie de ma culture. Donc ouais, c'est hyper important, ouais, à la base. Top. Oui, je te rejoins. Je te rejoins. Pour moi, la culture d'entreprise fait partie aujourd'hui intégrante d'un bon process d'onboarding et c'est évident de la mettre en lumière dans ce process-là. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions pour le moment. Peut-être qu'à chaud, effectivement, il n'y a pas de retour. En tout cas, je vous remercie. Merci Adrienne, merci Isabelle pour votre expertise. On va vous laisser nos coordonnées. N'hésitez pas, moi je vais marquer dans le chat mon adresse mail. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour justement organiser un point, un call, si vous souhaitez qu'on échange ensemble et qu'on on parle du sujet et surtout de votre sujet de l'onboarding au sein de vos structures. Merci à tous et puis je vous souhaite une agréable journée. Merci Fiona. À quand le prochain talk show? Merci à tous. Très rapidement. Très belle journée à tous. Bon, j'espère. Ciao, ciao.